sur la... Pardon. Donc, ça serait de faire une webconférence sur la qualité de l'air et la ventilation dans les bâtiments à la Martinique. L'idée de cette webconférence, c'est déjà de mieux informer les différents acteurs du territoire sur cette problématique qui est peu abordée de manière générale dans le débat public. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire un petit temps d'introduction aux travaux qu'on est en train de mener avec la CERC Martinique dans le cadre du programme Bâti Solide sur tout ce qui est révision de la RTM. Donc, dans un deuxième temps, à partir de 10h30, on aura donc un atelier dédié à cette thématique. Je vous remettrai les liens de cette enfin, en fait, ça va se passer en visio également. Et par contre, c'est un autre lien. Donc, je vous le remettrai dans le chat à la fin de la présentation de nos deux intervenants. Donc là, en fait, pour la webconférence sur la qualité de l'air, on va accueillir donc Didier Deris de ANCO et Carole Boulanger de Madiliner. Donc là, effectivement, je m'excuse, j'ai dû reprendre le relais sur l'animation de cette webconférence là ce matin et je n'avais pas le logo de Madiliner actualisé. Et Carole m'a indiqué qu'effectivement, il était passé, donc je m'en excuse. Donc, ce que je vous propose, je vais vous présenter rapidement, mais très rapidement, Kebati. Donc, Kebati, c'est un centre de ressources sur la qualité environnementale du bâtiment qui a rejoint en 2020 l'ensemble du réseau bâtiment durable, qui est un réseau animé au niveau national par l'ADEME et le plan bâtiment durable. L'objectif commun de ces réseaux, c'est d'être centre de ressources sur cette thématique, donc d'informer du local au local, du national au local, et d'alimenter un peu tout ce qui est, de faire en sorte à ce qu'il y ait des synergies entre les acteurs du territoire et d'alimenter aussi tout ce qui est retour d'observation et d'expérience. Donc, on le fait de différentes manières au niveau du partage de connaissances, par le biais de webconférences, par le biais de rencontres, soit des rencontres thématiques, des rencontres débats un peu, ou sur des sujets particuliers, soit des rencontres plutôt de type présentation, des visites de sites, des choses comme ça. On travaille aussi à la création d'outils qui vont permettre de diffuser la connaissance et de partager donc les retours d'expérience. On a participé au projet Macaz Rénov qui permet d'avoir en fait, c'est un outil en ligne qui permet, sur la base de différentes configurations de bâtis assez simples, hein, d'avoir un bouquet de travaux pour tout ce qui est rénovation énergétique. On a fait aussi un travail sur le jeu des 7 différences auprès des lycéens et des jeunes publics. On a travaillé aussi sur Coco, qui a permis de remettre en question le diagramme de Givoni. Coco a permis de montrer qu'effectivement, à la Martinique, on était en situation de confort jusqu'à 30 degrés, 28-30 degrés sans difficulté, ce qui remet un peu en question le diagramme de Givoni, souvent utilisé par les bureaux d'études thermiques pour les règlements, pour leurs études. Et on a travaillé également avec l'agence Qualité Construction sur tout ce qui est retour d'expérience sur la ventilation naturelle et les protections des façades. Dernier point en vitesse, je voulais quand même en parler. Donc, on a une action plaidoyer. L'action plaidoyer, c'est un petit peu toutes les initiatives qui peuvent venir des professionnels des territoires ou des choses qui peuvent venir de l'association elle-même pour revendiquer certaines choses ou mettre en lumière certaines difficultés observées, ce qui était le cas avec les bureaux de contrôle sur tout ce qui est mise en œuvre de panneaux solaires en surimposition de toiture, pour lequel on travaille actuellement avec le CSTB. Pour rédiger un guide de bonnes pratiques. Et puis, l'action plaidoyer qu'on a également en cours en ce moment, qui est Oser le Bermuda, qui vise à sensibiliser les acteurs sur l'adaptation du bâtiment au climat de la Martinique pour justement contribuer à réduire le recours à la clim ou augmenter, j'ai envie de dire, les températures de consigne de la climatisation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Voilà, super. Merci. Donc, c'était juste le lien pour la deuxième webconférence. Donc, voilà, c'est une présentation rapide de Kebati. Là, je vais laisser la parole à Didier Deris, qui va nous parler un petit peu de retour d'observation sur le territoire par rapport à la qualité de l'air et la ventilation. Ensuite, ça sera Carole Boulanger qui interviendra. Et on fera un petit temps de questions-réponses à la fin des deux interventions pour justement, pour répondre aux questions et animer un petit peu le débat. Et ça permettra d'introduire un petit peu les travaux par la suite sur l'atelier Bâti Solide. Je laisse la main à Didier Deris. Merci de me donner la parole. Donc,
Je me présente rapidement. Je suis donc Didier Deris, je suis le directeur de la société Enco. Et dans le domaine de la réglementation thermique, j'ai été à l'époque, quand on a fait la réglementation thermique dans les années 2000 et quelques, j'étais la personne ressource qui était en charge justement de la réalisation de cette réglementation. Donc, je connais un petit peu les tenants et les aboutissants, pourquoi, comment, et ce qui est passé, ce qui n'a pas été retenu, etc. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler des dysfonctionnements en matière de ventilation dans les bâtiments. Donc, si on regarde un petit peu comment les choses ont évolué un petit peu en Martinique, eh bien, on voit que eh bien, dans le passé, ça se caractérisait par une absence de climatisation, alors que le monde moderne, eh bien, on est dans un système qui a tendance plutôt à se renfermer, donc à fermer et à climatiser. Donc, si on regarde un petit peu les maisons qu'on avait dans le temps, eh bien, vous voyez que ces maisons avaient des éléments de ventilation permanente. Donc, c'était en général ce qu'on appelait des jalousies, souvent en bois d'ailleurs, qui étaient quasiment pas étanches à l'air, et donc qui, de toutes les façons, laissaient passer la ventilation. Quand on regarde les maisons d'aujourd'hui, eh bien, voilà, enfin, je discutais récemment avec un architecte, voilà ce qu'on demande aux architectes aujourd'hui, c'est des maisons complètement fermées, avec des menuiseries qui ne sont plus ventilantes, et donc la ventilation, elle ne peut être que soit mécanique, soit par des ouvertures de fenêtres, mais qui n'arrivent jamais. Alors, si on regarde un petit peu les maisons d'aujourd'hui, si on se balade un petit peu dans les environs de Fort-de-France, simplement, hein, ben on constate que toutes les maisons toutes les fenêtres sont fermées, toutes les portes sont fermées. Les gens aujourd'hui rentrent dans un système de vie tourné vers soi, vers un cercle familial restreint, et puis fermeture par rapport à l'extérieur, et vraiment, il n'y a plus de ventilation. Les gens même c'est assez surprenant de voir que même les fenêtres des WC, les fenêtres des salles de bain sont complètement fermées. Donc, vraiment, on a un mode de vie tourné vers soi, alors que dans le passé, eh bien, le mode de vie était plutôt tourné vers l'autre, et donc ouvert. Alors, conséquence, c'est que dans le passé, on avait des constructions qui étaient ouvertes sur l'extérieur, des fenêtres ouvertes. Par exemple, chez ma grand-mère, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait juste des volets. Donc, une fois qu'on avait ouvert les volets, les maisons étaient ouvertes en permanence. Les portes ouvertes, les portes étaient tout le temps ouvertes. Il y avait des loggias. Et donc, la ventilation dans les maisons, elle était quasiment permanente. Et si on regarde un petit peu ces types de maisons, eh bien, on avait un système de ventilation dans la maison qui était tel que non seulement les fenêtres étaient ouvertes, mais il y avait dans les chambres des systèmes permettant de faire passer la ventilation, si bien que même, par exemple, entre une chambre et la chambre des parents, par exemple, et les circulations, eh bien, il y avait des espèces de vasistas qui permettaient à l'air de passer. Et donc, les gens n'étaient pas sur une recherche de fermeture, de rester cloisonné alors que maintenant, le bâti, on a des constructions fermées, on a des portes fermées, on a des fenêtres fermées, il n'y a plus de ventilation, et on passe en climatisation. Et donc, en général, eh bien, comme il n'y a pas de ventilation, alors on met de la VMC. Quelles sont les conséquences? Eh bien, le fait de rester enfermé sans ventilation a un certain nombre de conséquences qui sont très mauvaises. D'abord, on augmente le nombre de CO2. On constate qu'il y a énormément de poussière
c'est incroyable de voir la quantité de poussière qu'il y a dans les maisons. On a une augmentation de l'humidité, et particulièrement dans les pièces humides, ce qui entraîne le développement de champignons, de moisissures, de salpêtres. Et puis, on a la stagnation de produits toxiques utilisés pour le traitement des meubles ou pour le nettoyage. Ça a des conséquences immédiates sur la santé. Et tous les médecins que l'on a l'occasion d'interroger nous disent à quel point on a une explosion du nombre d'asthmatiques. C'est dans les classes, alors que dans le temps, il y avait un asthmatique par classe. Maintenant, parfois, on a la moitié de la classe qui est asthmatique. On a une baisse du niveau de protection du système immunitaire. On a une explosion des toux chroniques. Je discutais avec un médecin récemment. C'est incroyable. Des gens qui toussent, on ne sait pas pourquoi. Explosion des rhinites. On a des survenues de maladies liées aux affections respiratoires. Et on va même sur des conséquences du genre cancer, avec parfois la non-explication de gens qui ont des cancers de poumons alors qu'ils ne sont pas fumeurs. Conséquence sur le confort, en plus, les maisons, elles sont chaudes, elles sont extrêmement humides et le logement est de moins en moins confortable. Alors, tout à l'heure, on parlait du diagramme de l'air humide. Et ce diagramme de l'air humide, tout à l'heure, on disait qu'on pourrait avoir une zone de confort à des températures de 28-30 degrés. Mais c'est vrai à condition de tenir compte de deux autres éléments qui sont fondamentaux dans le diagramme de l'air humide et qui sont l'hygrométrie, l'humidité et la vitesse de l'air. Donc, si on regarde un petit peu le problème auquel nous sommes confrontés, eh bien, dans notre système aujourd'hui, dans nos maisons d'aujourd'hui, on a un taux d'humidité extrêmement élevé. Et donc, certes, on pourrait avoir un confort thermique avec des températures de 28-30 degrés, mais certainement pas avec 80% d'humidité. Il faudrait pouvoir descendre l'humidité pour pouvoir être en capacité d'avoir ce confort-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que humidité égale sinistre. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez de l'humidité dans une maison, vous allez avoir des sinistres. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure les types de sinistres auxquels on peut être confronté du fait de l'humidité. Mais là où on a peut-être des mauvaises visions des choses, c'est que ces sinistres interviennent aussi bien sur les logements climatisés que sur les logements non climatisés. C'est-à-dire que le fait de climatiser n'est pas du tout une assurance de ne pas avoir de sinistres en humidité. Et je vais vous montrer des sinistres terribles liés à l'humidité. Donc, la gestion du confort, c'est le triptyque humidité, température, ventilation. Donc, et un petit mot là-dessus, c'est que la RTM, elle a vraiment travaillé sur la température. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, pour avoir le confort, il faut diminuer la température, donc diminuer les apports thermiques et tout ira bien. Eh bien non, tout n'ira pas bien, parce que si vous avez des taux d'humidité importants et si vous n'avez pas de ventilation, eh bien ça va pas fonctionner. Hein. Donc, il faut travailler sur les trois typiques, humidité, température, ventilation. Et si on considère l'humidité en elle-même, ben, il ne nous reste pas grand-chose pour pouvoir travailler sur l'humidité. Parce que globalement, bon, quand on a une climatisation, en principe, elle est censée diminuer l'humidité, mais comme il y a des apports d'air permanent de l'extérieur, donc vous allez voir que, et surtout quand on a des systèmes de ventilation, vous allez voir qu'on ramène de l'humidité dans l'air, et donc on ne va pas travailler sur l'humidité. Je vais vous montrer des essais qui ont été faits et qui vont un peu vous surprendre. Donc, la ventilation
est quasiment la seule chose qu'on puisse faire pour travailler sur l'humidité, à part avoir des appareils qui eux, seraient capables de diminuer l'humidité. Et cette ventilation, eh bien, si on la supprime, il ne nous reste plus grand-chose. Voilà. Et donc, le résultat, c'est que, eh bien, on commence à constater de nombreux sinistres dans la construction. Et ces sinistres, ils peuvent être liés donc, au défaut de ventilation, mais ils sont aussi beaucoup liés à la climatisation, ce à quoi on n'aurait pas pensé. Hein. Et donc, on voit apparaître des sinistres qu'on ne connaissait pas, et ces sinistres sont très importants parce que ça a des conséquences extrêmement élevées sur le coût des sinistres. Là, j'ai un sinistre actuellement en Martinique dont la valeur est de 2,5 millions. Vous voyez, donc ce n'est pas des petits sinistres, bon, et qui est lié à la climatisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien que le réseau de climatisation est considéré en principe en sinistre comme de la biennale, mais vous avez chez les assureurs une notion de choses qui ne permet pas d'avoir une bonne réalisation. Enfin, et ça passe en décennale. Et donc si on constate que ça empêche le bon fonctionnement de votre bâtiment et du fait des sinistres que je vais vous montrer, eh bien, ça passe en décennale. Et donc, vous avez donc des sinistres de climatisation qui peuvent être liés à la décennale. Alors, je vais passer rapidement. Donc, des sinistres de moisissure hein, sur des locaux non climatisés. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve surtout dans les pièces humides. Donc, je passe assez rapidement, hein, de l'humidité dans les pièces humides. Donc ça, on est assez habitué à ça. Donc, manque de ventilation. Alors, c'est incroyable. Là, j'ai un sinistre où on a carrément décidé de ne pas mettre de ventilation mécanique dans ces salles de bain qui étaient à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire, et des grands bâtiments, hein, pas des petits bâtiments. Maintenant, au niveau des locaux climatisés, on a un premier problème qui concerne les canalisations. Donc, on a beaucoup de canalisations auxquelles il y a des problèmes parce que vous voyez des arrêts d'isolement. Donc ici, vous voyez par exemple, il n'y a pas d'isolement au droit des robinets. Et quand vous avez des problèmes comme ça, ben, ça condense au niveau du robinet. Et donc, résultat des courses, vous voyez de l'eau qui va couler. Vous avez, par exemple, des arrêts, on ne sait pas pourquoi, de l'isolant pardon, sur les éléments de clim. Donc, des isolants qui ne sont pas continus. Là aussi, vous pouvez voir des arrêts de continuité d'isolant sur la… Donc, tout ça c'est de la condensation. Et vous allez avoir de l'eau qui va descendre. Donc, si vous avez un faux plafond en dessous, vous allez avoir, par exemple, des problèmes sur les faux plafonds. Vous avez robinet pas isolé. Un autre problème, ce sont les pincements sur les canalisations de climatisation. Donc, chaque fois que vous avez une climatisation qui passe comme ça dans une réservation, le fait d'appuyer sur le mur va diminuer l'épaisseur de l'isolant à cet endroit-là et vous allez avoir un risque de condensation. Par exemple, défaut de l'isolant abîmé et fuit. Défaut de continuité dans les canalisations. Isolant abîmé. Donc, pincement. Alors, souvent, on a des pincements au niveau des fixations. Donc, vous voyez, la fixation diminue l'épaisseur de l'isolement. Et le résultat des courses, c'est que vous allez avoir une fuite ici qui va descendre et qui va venir amener de l'eau. Pareil, passement des isolants. Pareil, ici, vous avez la fixation qui a coupé l'isolant, carrément.
là aussi, l'isolant a été coupé. Donc, vous avez des fuites. Voilà, ici, vous voyez, par exemple, une canalisation qui passe dans un placo-plâtre, et vous voyez qu'il y a de la condensation au droit de la canalisation. Pareil, défaut de continuité d'isolement. Donc, ici, vous avez une non-continuité et vous allez avoir de la condensation. Moi, je dirais que, si vous voulez, actuellement, j'ai ça sur tous mes chantiers. Il n'y a pas un chantier qui soit… C'est systématique sur tous les chantiers. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des sinistres sur tous les chantiers. Les canalisations qui ne sont pas isolées à ce niveau-là, etc. Bon. Ici, vous avez un isolant qui a été abîmé au droit de l'emboîtement. Oui, jadis. Etc. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, ici encore, vous voyez de la… Est-ce que c'est urgent? Non, mais on ne peut pas se voir ici. Oui, je te rappelle à 12h30. Oui. Je vais attendre, hein, je peux pas continuer à parler avec le téléphone. La prochaine fois, je sortir. Ouais, s'il te plaît. Donc, on voit ici qu'on a donc des fuites. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, ces fuites d'eau, ces fuites d'humidité, elles passent soit dans le mur, soit dans le faux plafond, et elles amènent de l'humidité dans le bâtiment. Voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir une augmentation de votre humidité du fait de ces sinistres et ils vont entraîner tout ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'humidité dans les bâtiments. Un autre point, ce sont les condensats. C'est-à-dire qu'en fait, les canalisations de climatisation, elles, du fait de cette, enfin, il y a de la condensation au niveau du transfert entre l'air et les canalisations froides, et donc ça fait de l'eau qui condense, et donc ces condensats, il faut les évacuer. Bon, alors le problème des condensats, c'est qu'ils sont systématiquement, avec le temps, bouchés, et donc on a systématiquement des sinistres avec les condensats. Je dirais, d'abord, il faut savoir que le condensat, il pisse en permanence, c'est-à-dire que c'est une quantité d'eau qui est permanente et qui va vers… Et donc, on voit le résultat, eh bien, c'est de la moisissure sous les canalisations, où c'est, vous voyez, souvent, on a des condensats qui sont quasiment à l'horizontale, parce qu'on a l'impression que ça va passer. Sauf que l'air, enfin, pardon, le tuyau, qui est en général un tuyau, un tout petit tuyau, avec les poussières qu'il y a dans l'appareil, finissent par se boucher, et eh bien, soit l'eau va tomber directement par terre, soit elle va rentrer dans le mur, etc. Et donc, résultat, humidité, sinistre. Alors, autre chose, donc, ce que les gens font maintenant, conformément, je dirais, à la réglementation ventilation, c'est que quand on a de la climatisation, comme il faut faire un renouvellement d'air, donc on fait un renouvellement d'air à côté de la climatisation. Donc vous avez climatisation d'un côté, vous avez renouvellement d'air à côté. Sauf que on renvoie dans le logement, ou dans la pièce, de l'air humide. Et cet air humide, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme vous avez cet air humide dans un espace complètement fermé, eh bien, le résultat des courses, c'est que vous avez une explosion de champignons et de moisissures. Et là aussi, on a eu des sinistres énormes d'immeubles entièrement climatisés et entièrement fermés
est entièrement moisis-suré, je serais tenté de dire. Voilà. Donc, ce qui fait que ce qu'on demande, enfin, les experts de la question, on est obligé, quand on fait de la VMC, de prendre de l'air extérieur, de le refroidir pour le sécher, puis de le réchauffer à la température ambiante pour le renvoyer dans les bâtiments, si on ne veut pas avoir ce genre de problème. Voilà par exemple des résultats VMC qui renvoient l'air humide et des résultats moisissures. Alors, on a fait des essais dans un bâtiment justement dans lequel on avait des moisissures, et vous voyez que vous avez en bleu la courbe de l'hygrométrie, et vous voyez que l'hygrométrie, dans ce bâtiment climatisé, est en permanence aux alentours de 80%, voire plus. Là, vous avez un autre exemple, sur un autre bâtiment, plus de 80% en permanence. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on voit le résultat des moisissures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation concernant la ventilation, eh bien, je dirais qu'elle est déplorable et indigne d'un pays comme la France. Si on regarde d'abord, pourquoi je dis ça? Nous avons donc d'abord deux réglementations. On est un petit pays et on a trouvé le moyen d'avoir deux réglementations. Il faut le faire. Bon. Donc, on a la RTA ADOM d'un côté, la RTM de l'autre. Le domaine d'application de la RTA ADOM, ce sont uniquement les logements. Donc, déjà, il n'y a aucune réglementation applicable sur les autres types de bâtiments. Donc, il faut savoir, sauf le règlement sanitaire départemental, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc, la RTA ADOM, elle gère à la fois, enfin, elle gérait, on va dire, la thermique, c'est-à-dire la température, mais elle gérait aussi la ventilation et l'acoustique. Il se trouve que du jour où on a décidé de remplacer la RTA ADOM par la RTM, globalement, les gens, ils ont fait une croix sur la RTA ADOM. Donc, le résultat des courses, c'est que la RTA ADOM, elle est très peu appliquée. Elle est très peu appliquée. Et donc, les gens, ils n'appliquent pas l'acoustique, ils n'appliquent pas la ventilation. Et c'est tellement vrai que, je veux dire, les maîtres d'ouvrage vont nous donner, puisque nous sommes des bureaux de contrôle, ils vont nous donner des missions sur la thermique, sur la RTM, mais jamais ni sur la ventilation, ni sur l'acoustique. Et les autres types de bâtiments, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les musées, les centres commerciaux, etc., il n'y a rien. Voilà. Bon. Alors, la RTM, son domaine d'application, logement, bureau, commerce. Cette réglementation thermique de la Martinique, c'est une réglementation qui est basée essentiellement sur la température. Et donc, tout ce qui est écrit là, ça concerne la température. Donc, le résultat des courses, c'est aller diminuer les apports thermiques de façon à ce qu'on obtienne une température à peu près correcte. Et puis voilà. Hein. Et donc, cette réglementation thermique, outre le fait en plus qu'elle n'a pas du tout été révisée, mais quelque part, elle gomme un peu la réglementation sur la ventilation, alors que dans la RTA ADOM, on demandait au logement d'avoir 20% de ventilation. Vous voyez, donc 20% de ventilation, c'est-à-dire qu'avec 20%, vous étiez à peu près sûr que vous alliez régler le problème de l'hygrométrie. Mais là ce n'est pas possible, quoi. Donc, si on regarde l'application de la RTA ADOM, eh bien, elle est très peu appliquée. Elle est aussi inapplicable parce que dans la RTA ADOM, on avait demandé aux menuisiers de mettre en place
des éléments de ventilation dans les menuiseries, ce qui signifiait avoir pour la Martinique des choses qui sont spécifiques. Et donc, à partir du moment où on a quelque chose de spécifique, ça devient compliqué et ça devient cher surtout. Bon. Et enfin, inadapté, et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. On se base sur des normes hexagonales pour déterminer les taux, les dimensions des ouvertures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en métropole, le taux d'hygrométrie est faible. Et en plus, comme on chauffe, donc on a tendance à assécher l'air dans les immeubles en métropole. Donc, on travaille sur des pièces où on a un taux d'hygrométrie très faible. Et il est tellement faible que parfois on est obligé de mettre de l'eau pour pouvoir faire remonter l'hygrométrie. Enfin, moi, j'ai habité à Paris pendant très longtemps. On mettait des bols d'eau à côté des radiateurs pour faire remonter l'hygrométrie. Bon. Et donc, quand l'air qui était pris à l'extérieur et qui rentrait dans les maisons était un air déjà relativement sec. Donc, il n'y avait pas ce problème de la ventilation, disons, l'hygrométrie. Bon, on avait des problèmes effectivement dans les pièces humides, mais dès qu'elles étaient un peu ventilées, tout fonctionnait bien. En Martinique, on a 80% d'humidité minimum en permanence. Hein, vous avez vu, je vous ai montré les valeurs tout à l'heure. Donc, je ne pense pas qu'on puisse en sortir avec les mêmes dimensions d'ouverture, de ventilation. Il faut vraiment que l'on travaille sur les taux d'humidité et voir un petit peu quels sont les taux d'hygrométrie qui sont acceptables. L'hygrométrie, c'est quelque chose de complètement dingue. Il faut savoir que, par exemple, dans les cuisines en Martinique, les cuisines, les grandes cuisines où on fait à manger, mais le taux d'hygrométrie, il est entre 80 et 90%. C'est-à-dire que vous avez une multitude de moisissures, de champignons qui sont capables de se développer. En métropole, on demande 65% minimum. Donc, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Ça ne va pas. Donc, cette réglementation est complètement insuffisante pour les locaux climatisés et sont des sources de sinistres. Et la ventilation qui est dans les RTA DOM, alors qu'on applique la RTM, est généralement peu, voire mal appliquée. Donc, conclusion, la réglementation actuelle en vigueur n'est pas satisfaisante. Cette réglementation, elle doit s'adapter au mode de vie. Elle doit prioritairement être mise en œuvre afin d'améliorer la santé publique. Je crois que la santé publique doit être un point fondamental sur la façon dont on va faire évoluer ces normes. On ne se rend pas compte, mais je vous assure, moi j'ai été travailler chez des gens qui bénéficient de l'aide pour pouvoir améliorer leur maison. Les 3/4 du temps, ce sont des maisons dans lesquelles il n'y a pas de peinture. Je vous dis, toute la famille asthmatique. C'est incroyable. Il y a vraiment un grave problème là-dedans. Il y a un vrai problème de santé publique. Il faut qu'elle soit appliquée sur l'ensemble des bâtiments. On ne peut pas continuer à avoir une réglementation qui n'est pas, à ne pas avoir de réglementation applicable dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin dans les centres commerciaux, etc., dans les zones de vie qui sont quand même les plus là où se trouvent les gens et surtout là où ils en ont besoin. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit appliquer dans un hôpital? Je veux dire, c'est aujourd'hui, quand on a appliqué, soit les gens vont appliquer la RT 2020 en métropole, mais qui n'est pas adapté, soit ils vont décider de quelque chose ni ex nihilo, mais c'est pas sérieux, quoi. Et elle doit assurer un véritable confort. Et j'ajouterais, il faut mettre en place un système d'exigence en termes d'entretien. C'est-à-dire que l'entretien dans les bâtiments, on peut pas se contenter de donner un bâtiment à quelqu'un et puis de ne pas entretenir ces choses-là. Je veux dire que la clim, si on n'entretient pas un minimum la clim, qu'on n'entretient pas les condensats, on n'entretient pas les filtres, on ne peut avoir que des problèmes.
Donc vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a un énorme travail à faire dans ce domaine. Ce n'est pas simplement une refonte de la RTM qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut repartir d'une feuille blanche, il faut recommencer à travailler et il faut faire quelque chose sur le long terme parce que c'est énorme ce qu'il y a à faire. Il faut travailler sur énormément de choses. Mais si on veut vraiment que les choses s'améliorent dans ce pays, eh ben, il faut y aller. Voilà, je vous remercie. Merci, Didier. On va laisser la parole à Carole Boulanger. On fera un petit temps d'échange suite à sa présentation. On ne t'entend pas. Oui, je mets en place mon micro. Voilà. Je vais donc mettre mon écran et vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est tout bon. Ok. Alors, je suis donc Carole Boulanger, responsable d'études et adjointe à la direction de Madininer. Et donc, je vais vous présenter un peu. Donc, je vais être très complémentaire. Je vous remercie d'ailleurs de la qualité de votre présentation. Et vous verrez que quand on parle de qualité de l'air, on est un peu sur les mêmes observations et les mêmes critères, on va dire. Je vais compléter avec réellement des mesures de qualité de l'air pour vous montrer un peu ce qu'on a pu observer. Et vous verrez que ça recoupe énormément ce que Monsieur Deris a dit juste avant. Moi, je vais m'orienter plus sur les bureaux parce qu'on a fait beaucoup d'investigations dans les bureaux. Madininer, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air de la Martinique. Depuis plus de 10 ans, on a une forte expertise sur la qualité de l'air intérieur. On est beaucoup sollicité, et notamment par des bureaux, pour évaluer la qualité de l'air intérieur. Et suite à des observations qui sont faites des occupants, donc ce que vous avez pu montrer, de la moisissure, des poussières, de l'inconfort, etc. Et donc, vous verrez également à travers ma présentation ce qu'on a pu observer dans les bureaux et les bâtiments. Donc, pourquoi on s'occupe de la qualité de l'air? En fait, on passe quand même 80% de notre temps dans un espace clos, donc dans les logements, les lieux de travail, les écoles. L'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça touche majoritairement les personnes vulnérables et sensibles, donc les enfants, les personnes enceintes, les maladies respiratoires, etc. Et c'est un enjeu d'autant plus important en Martinique, puisque, comme vous le disiez, en fait, il y a une prévalence de l'asthme en Martinique et on a 2 fois plus de problèmes asthmatiques qu'en France hexagonale. La mauvaise qualité de l'air, c'est 20 000 décès prématurés par an en France et c'est un coût estimé à 19 milliards d'euros. D'où le fait de vraiment avoir des actions de prévention, de la sensibilisation et, comme vous disiez, des réglementations adaptées pour protéger les occupants. Donc, la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas que la qualité de l'air, c'est l'impact sur la santé, mais c'est aussi l'impact sur le bien-être. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on se concentre sur les polluants qu'on peut retrouver dans l'air intérieur, mais également aussi sur tous les paramètres qui peuvent jouer sur le confort et le bien-être des occupants. Donc, aussi bien acoustique, lumineux, thermique, que également la pollution de l'air. Et la pollution, elle peut être physique, donc c'est-à-dire ça peut être lié à l'aération, mais aussi chimique, avec les polluants, les gaz et les particules qui peuvent être respirées par les occupants, mais aussi biologiques, comme le développement fongique ou les virus. Donc, il y a une perception qui est quand même très différente en fonction de l'occupant de la qualité de l'air intérieur. En fait, il y a vraiment un phénomène qui se crée entre l'environnement qui est familier et le phénomène d'adaptation, d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, un occupant qui va agir sur son air, son propre air intérieur, va s'adapter. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément avoir des bons gestes pour améliorer son air intérieur, mais il va considérer que c'est bon, qu'il s'adapte. Alors que parfois aussi, donc, il va vivre dans un environnement dans lequel il s'adapte.
Et puis, parfois, également, ça va être des récepteurs olfactifs et thermiques et qui va lui permettre d'agir aussi sur son environnement. C'est-à-dire, j'ai chaud, je vais mettre la clim, je vais ouvrir la fenêtre, etc. Il y a une étude qui a été faite au Japon qui était assez intéressante, où on a mis dans une pièce des occupants qui sont habitués en fait aux variations qui ont pu être faites de confort, d'odeur, etc. Et on voit qu'il y a une certaine adaptation qui se fait. Et quand le visiteur arrive, par contre, lui, il a beaucoup plus de mal à accepter ça. Donc, les occupants ont quand même un phénomène d'habituation, d'habituation de la situation. Et puis, quand on parle de qualité de l'air, en fait, on associe ça souvent à la notion d'odeur. Ça sent bon, donc l'air est pur. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'un air propre, c'est un air qui est dépourvu d'odeur. Dès qu'on emmène de l'odeur dans un milieu, eh bien, on emmène une pollution, en fait. On emmène un gaz qui sent, c'est ça qui sent, ça va être le gaz qui va être émis. Donc, on a pu voir et observer, souvent, les gens nous disent « je mets de l'encens, je mets des parfums d'intérieur parce que ça sent bon ». Ben oui, ça sent bon, mais ce n'est pas forcément ce qui apporte un air propre. Et donc, comme je vous le disais, il peut y avoir des polluants physiques, chimiques, biologiques, et donc qui vont interagir sur l'air intérieur et qui peut être amené par différentes sources. On va le voir aussi bien du bâtiment, mais aussi bien des occupants. Donc, qu'est-ce qui influence le bien-être et la qualité de l'air intérieur? Donc, qu'est-ce qui va influencer? Ça va être l'air extérieur, c'est-à-dire où se situe le bâtiment, comment il peut être influencé par l'air extérieur. Ça va être, comme on l'a vu, la ventilation qui va jouer un rôle très important. Ça va être aussi tout le mobilier qu'il peut y avoir à l'intérieur du bâtiment, les produits d'équipement, de construction qui sont présents, et puis le comportement des usagers aussi. Donc déjà, la ventilation. Alors, pour une bonne ventilation, on dit que ce qui rentre doit être ce qui sort. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système qui fait que ce qui rentre et ce qui sort, c'est la même quantité d'air et qui crée vraiment un déplacement et une ventilation des masses d'air. Ça, c'est le principe, on va dire, de base. Il y a 3 types de ventilation. Il y a la ventilation naturelle. Donc, la ventilation naturelle, c'est par l'ouverture des ouvrants statiques qui vont être faits au niveau du bâtiment. Pour avoir une très bonne ventilation naturelle, il faut penser dès le départ à l'orientation du bâtiment. Un bâtiment qui est orienté en dehors des vents dominants ne pourra pas avoir une bonne ventilation naturelle. Donc, il faut bien penser en fait l'orientation du bâtiment. Donc là, c'est un bâtiment qui a été construit en Guadeloupe sur le parc naturel. Et il a été construit en pensant à la ventilation naturelle. C'est-à-dire que l'objectif était de ne pas mettre de climatisation dans ce bâtiment. Donc, comment le construire pour qu'il y ait un confort thermique à l'intérieur du bâtiment et pour qu'il n'y ait pas de besoin particulier de mettre en place une climatisation et donc que la ventilation naturelle soit efficace. Donc, il a été déjà étudié, comme je disais, l'orientation du bâtiment en fonction des vents dominants. Et puis, il a été étudié à l'intérieur du bâtiment la dynamique que peut avoir le déplacement des masses d'air. Donc, en fonction de l'ouverture des ouvrants donnant vers l'extérieur, mais aussi de la conception à l'intérieur du bâtiment. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de prévoir des systèmes pour permettre la ventilation naturelle de l'air entre les différentes pièces. Et puis des brasseurs d'air pour accélérer aussi le déplacement des masses d'air et créer ce courant d'air, on va dire. Et très important également, parce que ça, on a pu l'observer, c'est également l'isolation du bâtiment, c'est-à-dire de créer un système qui isole de la chaleur extérieure. Donc, par exemple, dans ce bâtiment, par exemple, il a été mis en place des systèmes végétaux sur la toiture. Et il a été montré que la circulation de l'air permet un ressenti de moins 4 degrés à l'intérieur du bâtiment par rapport à l'extérieur. Donc, ce qui permet d'avoir un meilleur confort thermique des personnes présentes. Sur la ventilation mécanique, donc, il existe 2 types. La ventilation mécanique simple flux et la ventilation mécanique double flux.
Alors, la simple flux, ça veut dire qu'il y a une ouverture statique au niveau des ouvrants et un système d'extraction d'air qui fait que par les ouvrants statiques, l'air va être aspiré en fait parce qu'il va y avoir un système d'extraction d'air. L'air va être aspiré et donc va transiter à travers les pièces. Alors, ce système, on ne l'a jamais observé en Martinique. Alors, peut-être que M. Derris me contredira, mais en tout cas, c'est un système qu'on n'a jamais observé. On a pu observer de l'extraction d'air, mais il n'y avait pas de système d'ouverture statique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une extraction d'air, mais il n'y a pas d'ouverture pour permettre au vent d'arriver de l'extérieur. Le système mécanique, le double flux, c'est un système où on va avoir une prise d'air neuf extérieure qui va être mise dans des pièces, qui va être rejetée dans les pièces, et un système d'extraction d'air. Alors là, bon, sur le schéma, on voit que la prise d'air est proche du rejet, ce n'est pas l'objectif. Bien entendu, l'idée, c'est d'avoir un air le plus propre possible, donc en toiture et éloigné de la zone de rejet. Et dans l'espace de cette prise d'air, il y a un système de filtration. Donc là, on est dans une centrale de traitement d'air. On va avoir un système de filtration qui va apporter de l'air filtré à l'intérieur du bâtiment. Et puis, l'air va transiter à travers les pièces et être aspiré et rejeté à l'extérieur. Donc, ce système est relativement efficace sur la qualité de l'air. Voilà, mais pour ça, il faut qu'il fonctionne et qu'il soit entretenu. Et ça, c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc, on va avoir une influence de l'air extérieur. L'air extérieur, il va pénétrer par tous les ouvrants possibles. Donc, aussi bien les parois poreuses des bâtiments, mais aussi par les ouvertures extérieures qui sont aussi parfois peu hermétiques. Donc, l'air va pénétrer. Puis, on va avoir une pénétration de l'air qui va se faire également par le sol, par les joints, par toute, en fait, on va dire, la non-étanchéité, hein, le manque d'étanchéité du bâtiment. Et donc, cet air extérieur va donc pénétrer dans le bâtiment. Qu'est-ce qui peut influencer? En Martinique, on a plusieurs sources d'influence de la qualité de l'air intérieur. Donc, par rapport à ce qu'il peut pénétrer vers l'extérieur, donc vous avez bien sûr les épisodes de brume de sable, donc les particules de brume de sable, la végétation, donc tout ce qui est lié au pollen, et vous avez également les gaz émis par les sargasses, notamment pour les bâtiments proches des zones impactées par l'hydrogène sulfuré. On a tout ce qui est lié à l'agriculture, l'élevage, les pesticides, le trafic automobile, l'industrie, et puis également le sous-sol, puisqu'on a des gaz qui peuvent être émis par le sol également et pénétrer dans les bâtiments. Et puis, on va avoir également des facteurs d'influence de l'air intérieur. Et les facteurs d'influence de l'air intérieur, ça va être tout ce qui est lié aux produits de construction, donc tout ce qui est lié au bâti. Donc, vous avez les produits de construction et d'isolation, les faux plafonds, les produits de peinture, et puis lié également, comme on le disait, au développement de moisissures, à l'humidité qui peut se créer également dans les pièces. Et puis, tout ce qui est lié à l'utilisation du bâtiment, c'est-à-dire le fait de mettre des bougies, de l'encens, des produits ménagers, des végétaux, de l'insecticide, et puis lié également à la climatisation. Et on verra en quoi il peut influencer également la qualité de l'air intérieur. Donc ça va représenter un certain nombre de polluants de l'air. Donc, un certain nombre de polluants de l'air qui vont être des polluants gazeux, des polluants particulaires, des allergènes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des polluants, mais en tout cas, vous avez un certain nombre de polluants de l'air qui vont donc influer sur la qualité de l'air intérieur. Et aussi bien des composés qui peuvent être, du coup, comme vous avez pu le voir, venir de l'extérieur et rentrer à l'intérieur du bâtiment, mais aussi des composés qui peuvent être émis à l'intérieur par les bâtiments de construction, les mobiliers et aussi, du coup, l'occupation. Donc, ces composés de l'air intérieur vont avoir quand même des réglementations qui existent
Donc, il y a des polluants qui sont réglementés en France et sur lesquels il y a des valeurs guides à respecter en air intérieur, qui sont donc le formaldéhyde, principalement émis par les composés d'air intérieur, donc c'est-à-dire par le mobilier, le revêtement, etc. Vous avez des composés plutôt extérieurs qui proviennent de l'extérieur, tels que le benzène. Et puis, vous avez, comme on en a parlé rapidement tout à l'heure, le CO2, c'est l'indice de confinement. Ce CO2, en fait, il est émis par la respiration. Donc, c'est-à-dire que plus la pièce est petite et dans laquelle il y a beaucoup de monde, et plus on va avoir une augmentation des quantités de CO2, parce que c'est ce qui est rejeté par la respiration des occupants. Donc, si la pièce est suffisamment ventilée pour le nombre d'occupants, dans ce cas, les quantités de CO2 n'augmentent pas dans la pièce. Si par contre, elle manque de ventilation ou d'aération, on va avoir des quantités plus importantes de CO2 dans la pièce. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice de confinement. C'est-à-dire, c'est un indice qui dit si l'air est suffisamment renouvelé par rapport à la présence des occupants. Et donc, sur le CO2, on va voir qu'il augmente, par exemple, dans les écoles, dans les salles de classe, quand elles sont, bien sûr, pas en aération naturelle. Ou alors, par exemple, dans des salles de réunion, on va avoir des personnes qui vont être présentes pendant un moment, un certain nombre de personnes. Ou dans des open space également. Donc, c'est là qu'on va surtout observer les augmentations de CO2. Et puis, vous avez également des polluants qui sont réglementés en France et qui ont une réglementation liée à l'OMS, donc l'Organisme mondial pour la santé, fixe quand même des seuils sur certains polluants sur l'air intérieur. Et puis, le reste, voilà, on n'a pas d'autres réglementations qui existent sur un certain nombre de polluants. Et donc, la seule valeur sur laquelle on peut comparer, c'est la valeur d'exposition professionnelle. Mais on n'est pas dans un système d'exposition professionnelle quand on est dans son bureau. Quand on est dans son bureau, on est dans une situation normale. Une situation d'exposition professionnelle, c'est quand on est lié à une activité qui va émettre des polluants, comme par exemple le ponçage de bateaux ou à la raffinerie quand ils vont faire des interventions sur les systèmes de production. Voilà, là, on est dans de l'exposition professionnelle, c'est-à-dire on est avec des personnes qui vont être protégées par leur activité. Donc, quelle est la réglementation pour l'air intérieur? Donc, M. Derris en a parlé, je vais donc passer relativement rapidement. Il existe quand même une réglementation sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Donc, il y a un arrêté, un décret qui exige le diagnostic de la qualité de l'air intérieur ou la mesure de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Cette réglementation a été révisée en décembre 2022 et donc ça oblige tous les établissements recevant du public. Alors dans un premier temps, c'est d'abord les établissements scolaires, les crèches et les accueils de loisirs et ensuite ça concernera le reste des établissements recevant du public, à faire un diagnostic de la qualité de l'air intérieur et à mettre en place des mesures de qualité de l'air en fonction de ce diagnostic, c'est-à-dire en fonction de l'âge du bâtiment, de la configuration, des rénovations qui ont pu être faites, etc. Et puis, dans les lieux professionnels, la qualité de l'air intérieur, elle est assez inexistante au niveau de la réglementation. C'est le Code du travail et la réglementation sanitaire départementale qui vont fixer de la réglementation. Donc, dans la qualité de l'air des ERP, il y a donc un diagnostic qui est fait. Donc, c'est un questionnaire qui est fait pour pouvoir répondre donc aux risques qu'il peut y avoir sur la qualité de l'air intérieur afin de définir un plan d'action pour améliorer cette qualité de l'air intérieur. Donc, Madininer accompagne les collectivités dans cette réglementation et on a déjà pu accompagner la ville de Fort-de-France sur les écoles et crèches et la CTM en ce moment sur les collèges et lycées. C'est aussi un diagnostic des moyens d'aération et de ventilation par de l'observation qui est faite et donc qui permettent d'orienter les actions pour une meilleure qualité de l'air et des mesures également sur des polluants spécifiques. Sur la réglementation dans les lieux professionnels, donc comme je disais, régie par le Code du travail, en fait, elle ne concerne pas vraiment la qualité de l'air intérieur. Elle va concerner essentiellement le renouvellement d'air par un maintien du volume d'air minimum à maintenir dans certaines pièces. Et donc, garantir un seuil de renouvellement d'air qui doit être fait soit par système naturel, soit par système mécanique.
Donc, elle est différente en fonction des locaux, locaux à pollution non spécifique, locaux sanitaires, sur lesquels il y a également un système de renouvellement d'air qui est demandé, et puis des locaux à pollution spécifique qui sont fixés par le Code du travail en fonction du poste d'activité. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails si vous avez des questions par la suite. Et la réglementation sanitaire départementale, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit en fait en termes de réglementation? Elle dit qu'un air neuf est un air pris à l'extérieur hors des sources de pollution, donc un minimum 8 mètres de distance des sources de pollution. Donc c'est pour ça que l'air neuf est plutôt pris en toiture pour être loin quand même des sources, notamment du trafic. Et que l'air doit transiter du local le moins pollué, comme par exemple les bureaux, vers le local à pollution spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que les sanitaires, les réfectoires sont des lieux à pollution spécifique, et donc il faut que l'air arrive dans les bureaux et véhicule par une extraction d'air qui sera faite plutôt vers ce qu'on appelle les pièces viciées, c'est-à-dire les sanitaires et les réfectoires. Et donc que la ventilation mécanique ou naturelle doit être faite par conduit ou ouverture des ouvrages. Voilà ce que fixe la RSD. Donc, vous verrez aussi, je suis totalement d'accord que cette réglementation qui est très légère en fait en termes de qualité de l'air intérieur et même en termes d'humidité ou de ventilation. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est que du coup, la prise d'air, elle va se faire sur les locaux à pollution non spécifique. Elle va aller vers des locaux de circulation, comme les couloirs. Ensuite, des locaux peu occupés, tels que les archives et dépôts. Et puis, les locaux à pollution spécifique. Donc, il faut tenir compte de cette circulation d'air dans la mise en place d'un système de ventilation mécanique dans les bâtiments. Donc, la ventilation mécanique, c'est une variation des débits qui va être faite en fonction des locaux, hein, en fonction du type de locaux. C'est une teneur en CO2 qui ne doit pas dépasser une certaine quantité dans l'air. Et c'est une distinction entre les locaux à pollution spécifique et les locaux à pollution non spécifique. En termes de ventilation naturelle, la ventilation, c'est un nombre d'occupants par mètre carré dans les locaux de réunion, par exemple, et c'est une surface des ouvrants en fonction de la surface des locaux, avec la distinction des locaux à pollution spécifique et non spécifique. Donc, voilà ce que fixe la RSD en termes de réglementation. Donc, comment favoriser le bien-être et une bonne qualité de l'air intérieur? Et là, du coup, je vais aller un peu plus sur des cas pratiques. Donc, ce qu'il faut en fait pour favoriser le bien-être et la qualité de l'air intérieur, il faut tenir compte de l'environnement extérieur. Où se situe notre bâtiment? Il faut choisir et dimensionner les moyens d'aération et de ventilation qui sont mis en place. Il faut choisir et stocker les matériaux de construction et de mobilier avant l'occupation des locaux. Il faut sensibiliser les occupants aux bons gestes pour améliorer leur qualité de l'air intérieur. Et en cas de besoin, réaliser des mesures complémentaires comme ce qu'on a pu faire. Donc, favoriser, déjà tenir compte de l'environnement extérieur. Mais déjà, il faut diagnostiquer les sources de pollution extérieure. Où on se situe? Quelles sont les données qu'on a en air extérieur qui nous permettent de savoir quelles sont les sources potentielles? Eh bien, il va y avoir les données de pollution de l'air que Madininer fournit sur le territoire, mais il va y avoir aussi la direction et vitesse du vent, d'où vient le vent. Il faut choisir le bon moyen de ventilation. Donc, le moyen de ventilation, c'est quelles sont les sources proches et comment passe le vent. Et s'il y a un système de ventilation, il faut le dimensionner aux sources extérieures. Donc, il faut bien choisir le système de filtration qu'on va mettre en place dans le système, dans la CTA, dans le système de traitement d'air, dans la centrale de traitement d'air. Quelle est la filtration qu'on va mettre en place en fonction de la source en fait, qu'on peut avoir à proximité. Et il faut privilégier, bien sûr, une ventilation naturelle quand cela est possible. Et puis, alors, donc, ça, c'est une chose très importante sur laquelle vous avez insisté et sur laquelle j'insiste aussi, c'est l'entretien régulier des systèmes de ventilation. Parce que si le système n'est pas entretenu, eh bien, en fait, non seulement il ne va pas être efficace, mais en plus, il va détériorer la qualité de l'air, il va détériorer le bien-être des occupants. Donc, il faut entretenir ce système, aussi bien sur les filtres que sur les conduits de ventilation.
et aérer en dehors des pics de pollution. Donc, par exemple, tenir compte de l'emplacement des ouvrants pour aérer et aérer également par ouverture des fenêtres 15 minutes toutes les 3 heures en dehors des pics de pollution. Donc là, c'est une étude de cas qu'on a pu faire. Donc, quand on a participé à l'étude avec l'ADEME sur les mesures de qualité de l'air dans une vingtaine de bâtiments tertiaires. Donc, pourquoi prendre en compte la qualité de l'air extérieur dans les projets de construction? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous avez en fait une carte qui spatialise la pollution extérieure. Donc, vous voyez cette carte, c'est Fort-de-France-Lamentin, donc avec les principaux axes routiers qui passent ici, donc la rocade qui passe là, l'autoroute qui démarre ici, et puis l'avenue Maurice Bishop, qui est donc l'avenue qui passe au niveau du quartier de Renéville. Voilà, donc cette route-là. Les vents sont généralement donc d'est en Martinique, donc ça c'est une hausse des vents annuelle, on voit que les sont majoritairement sur cette zone d'est. On avait donc 2 bâtiments investigués. Un bâtiment E, qui était situé, qui avait un système de ventilation mécanique double flux, donc notamment avec un système de filtration d'air. Par contre, il est proche de la route et sur une route relativement canyon, puisqu'on est sur l'avenue Maurice Bishop, et une densité de population urbaine assez élevée. De l'autre côté, et avec un ouvrant qui donnait, donc un hall d'entrée qui donnait directement sur la route. De l'autre côté, on a un bâtiment naturel, à ventilation naturelle, qui a été construit et pensé pour la ventilation naturelle, donc avec un système d'ouvrant statique. La ventilation naturelle, c'est quand on n'a pas à aller ouvrir la fenêtre, c'est quand il y a un système d'ouvrant statique. Et donc, un bâtiment complètement dégagé, avec une densité urbaine modérée, mais vous voyez que sa proximité à la route est tout aussi proche, en fait, que le bâtiment E. Donc, on est quand même sur un système avec une pollution automobile, on le voit, qui est quand même relativement équivalente en termes de spatialisation. Et quand on regarde les concentrations en polluants automobiles, qui est le dioxyde d'azote en air intérieur, eh bien, on voit que le bâtiment E avait mesuré 15 microgrammes par mètre cube, donc 15 microgrammes de NO2 par mètre cube d'air, alors que le bâtiment B, on a mesuré 1. Donc, il y a quand même un delta de 15 fois plus dans le bâtiment E que dans le bâtiment D. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on était quand même dans un environnement qui est très, très favorable sur la ventilation naturelle. Favorable à la qualité de l'air parce qu'implantée en amont des sources de pollution, donc elle n'était pas impactée par le trafic qui est pourtant très proche, mais parce qu'elle était implantée en amont des sources de pollution. Et puis une ventilation par une ouverture fixe des ouvrants. Et ce qui était intéressant aussi dans ce bâtiment, c'est qu'en fait, il avait également une énorme source de pollution en air intérieur parce que c'est un bâtiment où il y a énormément de bois à l'intérieur. Et pourtant, les quantités de polluants à l'air intérieur n'étaient pas élevées parce que justement, il y avait un bon renouvellement d'air qui était fait par ce système de ventilation naturelle. Et par contre, les actions un peu défavorables sur l'autre bâtiment qui a pu jouer à la défaveur de la qualité de l'air intérieur, c'est une implantation de l'ouvrant qui s'ouvre régulièrement et toute la journée directement sur la route, donc directement sur la source de pollution. Et puis, un système en fait avec une ventilation mécanique, mais avec aucune potentialité d'aération hors ce système-là. Donc, en fait, il n'était pas possible d'aller aérer sur les ouvrants qui ne donnaient pas directement sur la route. Donc, il faut choisir et dimensionner les moyens d'aération et de ventilation. Donc, la ventilation mécanique. Alors, la ventilation mécanique, comme vous l'avez vu, c'est un système en fait qui permet que l'air qui rentre et que l'air qui sort, c'est la même pour permettre une circulation d'air à travers les pièces. Mais pour que cette circulation soit efficace, il faut que dès le départ, le système de ventilation soit pensé en fonction de l'occupation qu'on va faire. C'est-à-dire, on ne met pas en place un système de ventilation et après, on monte les cloisons. Parce que si on fait ça, il y a certaines pièces dans lesquelles il n'y aura pas d'arrivée d'air. Il n'y aura pas d'arrivée d'air et donc de renouvellement d'air dans ces pièces. Donc, en fait, il faut vraiment, quand on construit le bâtiment au départ ou quand on le rénove par la suite, repenser le système de ventilation en fonction de l'occupation.
Et bien sûr, faire en sorte que dans les pièces à pollution non spécifique, on a l'air qui arrive et qui soit transité vers les pièces à pollution spécifique. Donc, il faut vraiment penser en amont à quelle va être l'occupation de ces pièces et donc quel va être le système de ventilation à mettre en place dans ces pièces. La ventilation naturelle, c'est une bonne orientation des ouvrants pour limiter l'exposition en fait et l'influence de l'air extérieur sur l'air intérieur. Et faciliter aussi l'accès, la manœuvrabilité des ouvrants. Parce que des ouvrants qui sont inaccessibles pour les occupants, ce sont des ouvrants qui ne vont jamais être utilisés et donc qui ne vont pas permettre l'aération des pièces. Et la climatisation n'est pas un système de ventilation. La climatisation, c'est un circuit fermé. Et donc, il n'y a pas de renouvellement d'air quand on utilise la climatisation. En Martinique, et ça, c'est quelque chose d'assez spécifique par rapport à la métropole, c'est qu'on voit souvent le couplage de la climatisation et de la ventilation. Donc, quand on arrête la climatisation, on va arrêter la ventilation également. Donc, il faut un système de renouvellement d'air qui peut se faire notamment par l'aération. Et j'insiste aussi sur l'entretien du système d'aération, de ventilation, de climatisation qui est mis en place, parce que c'est cet entretien qui permet aussi d'éviter le développement fongique qu'on a pu observer sur les slides de M. Derry. Donc, qu'est-ce que nous, on a pu observer en fait en termes d'études de cas? Donc, nous, on n'est pas, alors je tiens quand même à préciser, on n'est pas des experts du bâtiment, on est là pour faire des mesures, on est des experts sur la qualité de l'air intérieur, mais il nous faut des observations du bâtiment pour pouvoir apporter des recommandations aux occupants. Donc, ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est l'obstruction des bouches d'insufflation d'air parce que les occupants sont gênés. Dès qu'on va obstruer, on va forcément changer le système de ventilation. D'où l'importance de penser au système de ventilation par rapport à l'occupant. Ne pas forcément mettre des systèmes de ventilation qui vont arriver directement sur l'occupant parce que forcément, ça va le gêner. Et puis là, quand même, on peut voir aussi qu'en sortie du système de ventilation, on a quand même pas mal de poussière qui se dépose sur les faux plafonds. Et ça, c'est certainement un manque d'entretien du système de ventilation. Parce que les filtres n'ont pas été changés, parce que le système peut être encrassé. Donc, il est très important d'avoir un bon système, un système entretenu. Aussi, un système d'extraction d'air qui a été rajouté au dernier moment. Donc, on est dans un bâtiment qui est équilibré, qui doit être équilibré sur un système de ventilation mécanique, avec de l'entrée d'air et de la sortie d'air. Et puis, oups, on dirait que ça a été oublié parce que vite, on rajoute un système d'extraction d'air dans la pièce. Donc, c'est encore une fois bien penser au système de ventilation dès le départ, dès la conception du bâtiment. Et puis ça, vous le disiez également, Monsieur Derry, et du coup, ça m'a vraiment interpellée lors de votre présentation, c'est justement cet apport fongique qui est lié à l'utilisation de la climatisation. Et on a eu le cas dans un bâtiment, en fait, sur lequel on a vraiment un bâtiment qui était complètement vicié de moisissures sur tout le bâtiment. Et en fait, on avait justement émis l'hypothèse, alors c'était, comme vous l'aviez dit, il y a beaucoup d'humidité dans la pièce, un système de climatisation, donc en fait, on crée vraiment une atmosphère très propice au développement fongique. Et du coup, également, un système on a quand même émis l'hypothèse, et ça, du coup, vous me le confirmez que c'est possible, qu'en fait, vous aviez, et qu'il y avait carrément une transition de la moisissure par le système de ventilation et de climatisation centrale, parce qu'on voyait des pièces dans lesquelles on pouvait avoir des développements fongiques sur le clavier, sur les portes. Et ça, c'était directement lié au soufflage de la ventilation et de la climatisation qui arrivait sur ces supports. Alors, ce qui est très étonnant, parce qu'en fait, les moisissures n'aiment pas trop les supports plastiques, enfin en tout cas les claviers, etc. Ça ne va pas être forcément son premier, on va dire, socle de développement. Il va plutôt se développer sur des matières poreuses. Mais du coup, il va quand même utiliser ce substrat. Dans ce cas-là, en tout cas, on avait pu observer qu'on avait vraiment des développements fongiques, même sur les claviers d'ordinateur, sur les armoires, etc. Et c'était lié au fait que ça arrivait directement, la climatisation et la ventilation arrivaient directement sur ces dispositifs. Donc, en effet, on avait préconisé quand même une vérification, un nettoyage du système de ventilation. Et donc, qui engendre des coûts énormes, en effet, pour les occupants.
Donc, la qualité de l'air intérieur aussi, c'est choisir et stocker les bons matériaux de construction et de mobilier. Donc, choisir les matériaux les moins émissifs. Donc, maintenant, il existe quand même une réglementation sur un certain nombre de matériaux sur lequel ça donne une étiquette sur l'émissivité des matériaux. Et donc, plus on est vers le A+, et moins on est émissif en air intérieur. J'attire quand même l'attention sur le fait que ces étiquettes, ce A+, il est donné à partir de 21 jours. C'est-à-dire qu'il faut prévoir le temps entre le moment de la pause et le moment de l'occupation des locaux. C'est-à-dire qu'il est A+, mais au bout de 21 jours. Donc, il faut bien faire attention à ça, à se dire que quand on va poser, ce n'est pas parce qu'on est A+, qu'on peut venir tout de suite occuper la pièce. Il faut quand même laisser la pièce s'aérer. Également, choisir les matériaux adaptés à nos climats. Et ça, vous le disiez, et ça, c'est important parce qu'on a pu observer qu'en fait, on a des matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment, qui ne sont pas forcément adaptés au climat, et donc qui vont être très favorables au développement fongique et au développement de moisissures dans les bâtiments. Stocker les matériaux dans des zones sèches, ça aussi, on a pu le voir. Alors, quand on stocke le matériau dans la pluie, et qu'après, on le met dans le bâtiment, on apporte un matériau qui est déjà gorgé d'humidité dans le bâtiment. Et quand on va mettre en place le système de climatisation, la ventilation ne suffira pas à sécher l'air et on aura un matériau qui va du coup être propice au développement fongique. Et donc, ce que je le disais, aérer au moins 2 semaines les locaux avant, que ce soit pour le mobilier, pour la rénovation, pour la construction. Il faut aérer les locaux avant de mettre les occupants. Donc ça, c'est des observations aussi qu'on a pu faire dans nos investigations. Donc sur ce cas-là, on avait été appelé en fait parce qu'il y avait une forte odeur dans les bâtiments, une odeur vraiment équivalente un peu à de l'ammoniac, c'est-à-dire ou du formaldéhyde, c'est-à-dire que ça sentait très fort le neuf et ça piquait. Et en fait, on avait pu observer que sous le revêtement qui avait été mis, en fait, il y avait des développements de moisissures qui étaient faites sous le revêtement du sol et donc qui étaient certainement liés à une mauvaise isolation. Et donc, quand il y avait une remontée capillaire de l'humidité, il y avait des développements fongiques qui se faisaient sous le revêtement du sol. Les dalles de faux plafond, et ça vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Derry, c'est les systèmes de climatisation qui sont au niveau des faux plafonds. Et donc, en fait, ils vont être mal isolés, ils vont condenser et on va avoir de l'humidité qui va se développer et donc qui va tomber sur ces dalles de faux plafond. Et ces dalles de faux plafond, elles sont en cellulose, donc en papier. Et donc, alors, elles adorent. Alors, c'est sûr que c'est le moins cher quand on construit un bâtiment, c'est utiliser ces dalles, mais en fait, elles ne sont absolument pas adaptées à nos climats. Elles adorent en fait l'humidité et donc, du coup, elles vont se gonfler et faire du développement fongique. Et donc, on peut observer ces grosses taches d'humidité et de développement fongique sur ces dalles très souvent, en fait, au niveau des bureaux. Et puis, je le disais tout à l'heure, le stockage des matériaux, parce que là, le bâtiment dans lequel on est allé, sur lequel il y avait de la moisissure partout dans le bâtiment, en fait, on s'est rendu compte que le stockage des matériaux avant la construction du bâtiment avait été stocké dans l'humidité, donc dans le sol, et ça trempait dans l'eau. Et donc, du coup, au moment de la construction, ils ont mis des matériaux qui étaient gorgés d'eau humide, des contreplaqués qui étaient gorgés d'eau humide. Et donc, quand du coup, on s'est mis à fermer le bâtiment, à mettre ce système de ventilation et sans avoir aéré et fait sécher ces matériaux, il y avait un développement fongique qui s'est fait. Et donc, le bâtiment était neuf, mais pourtant, il était complètement vicié par tout ce développement fongique qu'il y avait pu avoir dans l'ensemble du bâtiment. Donc là, c'est une étude de cas aussi où je vous montre les travaux de rénovation, s'ils impactent la qualité de l'air. Donc, c'était pour vous montrer un peu le moment d'attente entre le moment où on rénove et le moment où on occupe les locaux. Donc, en fait, ce graphique représente les composés organiques volatiles. Donc, ce sont les gaz qui peuvent être émis par les matériaux de construction en air intérieur sur les différentes pièces, on va dire, du bâtiment. Et en bleu, c'est juste après les travaux. Donc, on est venu faire les mesures juste après les travaux, avant l'occupation des locaux. Et puis, ensuite, 3 mois plus tard, après les travaux. Et donc, on voit tout de suite qu'on a une forte diminution des concentrations en polluants de l'air
dans les 3 premiers mois en fait, d'occupation, suite à la rénovation. Donc, on voit qu'en fait, les matériaux, lors de la rénovation, vont émettre énormément au début, et puis ensuite, ils vont émettre moins. Et donc, que le système aussi de ventilation et d'aération qui est mis en place est efficace pour justement balayer ces composés qui sont émis par les matériaux neufs. Donc, là, je sensibilisais les occupants aussi aux bons gestes. Donc, nous, on sensibilise beaucoup aussi les occupants sur la qualité de l'air intérieur. Ils sont également des acteurs de leur bonne qualité de l'air intérieur, notamment l'aération, par exemple, après la climatisation. Donc ça, on a pu voir, par exemple, dans des pièces où, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on allume la clim, on l'éteint, on allume, on éteint. Et puis, en fait, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Et puis, en fait, il n'y a aucun système d'aération de l'air, il n'y a aucun système d'ouverture des ouvrants. Et donc, du coup, bah, forcément, on va avoir l'humidité qui va se déposer, on va avoir de l'humidité qui va se mettre en place, et puis des développements fongiques qui vont apparaître dans les bâtiments. Donc, très important l'aération, surtout quand comme vous le disiez, hein, on est dans des systèmes où en fait aussi des bâtiments sur lesquels en fait, il n'y a pas forcément de système de ventilation mis en place. Donc, en fait, on ferme le bâtiment, surtout dans les bureaux, hein, ça on va l'observer, on ferme le bâtiment, on n'a pas de système de ventilation mis en place, on ferme tout et puis on climatise. Mais en fait, finalement, il n'y a aucun renouvellement d'air qui se fait. Donc, en fait, il faut vraiment penser à l'aération pour pouvoir enlever cette humidité qui a pu aller dans l'air, et l'aération après la climatisation, pensons à la planète et évitons d'aérer quand on climatise. Et également, éviter les ouvertures des ouvrants trop exposés. Donc, quand on donne directement sur les routes, sur les sources de pollution, parce que là, j'ai parlé de la route, mais il peut y en avoir d'autres, hein. Il peut y avoir des industries, il peut y avoir aussi les sargasses, par exemple. Eh ben, il faut éviter l'ouverture des ouvrants directement exposés, mais plutôt ouvrir sur les zones moins exposées. Choisir des produits d'entretien peu émissifs et utiliser suivant les instructions, ne pas mélanger les produits, ne pas mettre plus de produits que nécessaire, et bien sûr, nettoyer en aérant. Ça, c'est toujours c'est quelque chose de très important quand on va nettoyer des locaux, que ce soit des logements, que ce soit des bureaux, etc., ou des écoles, on aère au moment où on nettoie. Et éviter l'utilisation de solvants et désodorisants. Ce n'est pas parce que ça sent bon que c'est bon pour l'air. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir diagnostiquer la qualité de l'air. Alors, c'est une obligation pour les ERP, en tout cas bientôt pour toutes les ERP, mais déjà. Mais ça permet déjà d'avoir une première vision de qu'est-ce qui est potentiellement des bons gestes ou pas pour la qualité de l'air intérieur. Et puis également, qu'est-ce qui peut être émetteur ou pas pour la qualité de l'air intérieur. Donc, mettre en place des actions correctives et préventives pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Se faire accompagner dans la construction d'un bâtiment pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Penser en fait dès le départ à la construction du bâtiment, comment je vais l'orienter, alors je sais bien qu'il y a d'autres paramètres que la qualité de l'air, hein, je ne contredis pas ça, mais par contre, penser à ça dès le départ, c'est aussi du coup se prévaloir du bien-être des occupants. Donc, choisir les bons matériaux, adapter à nos climats, prévoir également la réalisation de mesures à construction, rénovation. Ce qui est intéressant de voir que du coup, le système mis en place suffit à aérer les bâtiments. Et puis, faire diagnostiquer la qualité de l'air suite à des symptômes. Donc ça, Maddy Miner également, on a pu le faire, hein. On a pu également avoir des symptômes dans certains bâtiments. On s'est fait accompagner par les médecines du travail pour pouvoir diagnostiquer les problématiques de la qualité de l'air. Et puis également dans des zones spécifiques liées à l'exposition des travailleurs, notamment des laboratoires. Voilà. Donc, les 5 éléments à retenir sont quand même de tenir compte de l'influence de l'air extérieur, hein, je l'ai dit, dans le choix du système de ventilation, mais aussi dans l'orientation des ouvrants. Choisir et dimensionner les moyens d'aération et de ventilation en prenant en compte l'occupation future des locaux. Choisir et stocker les matériaux de construction immobilier, privilégier les matériaux les moins émissifs et prévoir le temps entre le moment de la rénovation ou de la construction et le moment de l'occupation.
sensibiliser les occupants sur les bons gestes à avoir pour limiter l'utilisation des encens, des odorisants et favoriser l'aération et faire des investigations complémentaires si c'est nécessaire. Alors là, je voulais juste, je finis sur cette slide, c'était vous parler quand même des projets de recherche en cours et à venir avec par Madi Miner sur la qualité de l'air intérieur. Donc, en fait, l'objectif de ces recherches, c'est vraiment de pouvoir définir des recommandations spécifiques à nos particularités pour améliorer les qualités de l'air intérieur des Martiniquais. Donc, on a démarré le projet Pestimar, qui est un projet sur l'exposition aux pesticides en environnement intérieur. Donc, aussi bien de l'air et des poussières en Martinique dans des logements et écoles. Donc, on fait des mesures dans des logements et écoles sur les pesticides, en fait, quels pesticides on retrouve. Et donc, l'objectif sera également de donner de présenter ces résultats à l'ensemble des partenaires, et puis ensuite de pouvoir donner des bonnes recommandations, en fait, en termes d'utilisation, mais aussi en termes de nettoyage, d'aération, etc., pour limiter son exposition. Le projet Samba, il découle, donc c'est la spéciation chimique des aérosols et des moisissures en air intérieur dans les bâtiments aux Antilles. Et ce projet, en fait, découle, donc il va démarrer là très prochainement. Et ce projet découle d'une demande qui m'est souvent faite, en fait, où on me dit, OK, vous me dites d'aérer en dehors des pics de pollution, parce que ce sont les recommandations nationales, mais quand ça fait 3 jours qu'on a une brume de sable, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fonction du bâtiment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, si on est en ventilation mécanique, on a un système normalement, si tout est bien entretenu, de filtration d'air. Donc finalement, peut-être qu'il vaut mieux laisser le système de ventilation plus efficace. Est-ce que c'est le cas ou pas? Par contre, quand on est dans une école, etc., est-ce qu'on va réellement retrouver des particules en air intérieur quand on est en ventilation naturelle? Est-ce qu'on va retrouver ces particules de la brume de sable? Est-ce qu'il vaut mieux aérer ou pas le bâtiment? Et si oui, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aérer, attention, hein, la conclusion ne sera pas de se confiner, mais comment aérer en fait pour limiter son exposition en air intérieur? Et quel type de particules on retrouve en air intérieur? Et associé à ce projet, on a associé également le CHUM de la Martinique, le centre hospitalier de la Martinique, sur les moisissures. Donc, qui nous accompagne dans ce projet justement aussi pour voir quel type de moisissures on retrouve en air intérieur, dans quelles circonstances on les retrouve et du coup, quelles sont les recommandations à donner pour justement limiter ces développements fongiques. Donc, c'est un projet qui va démarrer bientôt et là, on est en phase d'investigation et de choisir les bâtiments qui vont être investigués. Donc, ce sera essentiellement bureau et école. Et puis, le dernier projet, et ça, on est toujours en attente de la validation de ce projet, c'est choisir les bonnes pratiques pour limiter l'exposition aux émanations des algues sargasses dans les bâtiments à ventilation naturelle, donc logements et écoles. L'idée, c'est de savoir comment aérer son logement, quels sont les systèmes d'aération à mettre en place dans son logement pour voir justement limiter son exposition aux gaz émis par les sargasses, et puis aussi de tester les épurateurs d'air pour voir s'ils sont efficaces face à ce polluant. Donc voilà, c'est un projet également qui est mené avec des partenaires de recherche nationale et l'Observatoire de Guadère, donc l'Observatoire de la qualité de l'air de Guadeloupe. Voilà pour moi, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Carole.